On parle bien maintenant d'une guerre entre Israël et l'Iran, ces attaques et cette escalade meurtrière. On l'a appris il y a encore quelques minutes. 10 morts en Israël, bilan très lourd, qui pourrait d'ailleurs encore s'alourdir puisque des dizaines de personnes sont enfouies sous des décombres. On voit donc ces tirs de missiles iraniens qui ont traversé le dôme de fer. Et puis Tsahal qui a mené donc des opérations, des tirs là aussi sur l'Iran, sur la capitale Téhéran, mais aussi sur des dépôts de carburant, des sites nucléaires. On va y revenir avec nos experts en plateau. Guillaume Audat, grand reporter, ancien correspondant à Jérusalem. Vous êtes aussi auteur de ce livre, 7 octobre, année 0. C'est aux éditions du Cherche Midi, titre évocateur. On y reviendra sûrement avec vous. Et puis Claire Cambier, reporter à LCI. Et nous a rejoint le vice-amiral Michel Olagaray. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Je voudrais qu'on revienne sur ces toutes dernières déclarations de Donald Trump. Donald Trump qui était resté assez silencieux hier. Il a organisé sa grande parade et il a tweeté il y a quelques minutes sur son réseau social: les États-Unis n'ont rien à voir avec l'attaque contre l'Iran ce soir. Si nous sommes attaqués par l'Iran, quelle que soit la forme, toute la puissance des forces armées américaines s'abattra sur vous à un niveau jamais vu auparavant. Vice-amiral, ce sont des propos très forts du président Donald Trump qui s'adresse directement à l'Iran. Il y a une menace, on peut le dire. Il craint et il sent quand même que ce conflit s'embrase totalement et dépasse la région du Proche-Orient. Oui, je dois dire que il y a une certaine... c'est tout à fait étrange de voir la puissance américaine étalée au grand jour hier dans ce défilé, et l'impuissance de Donald Trump, parce qu'il a promis la paix partout et il n'obtient la paix nulle part. Et dans ce domaine-là, c'est une réaction de défense qu'il a. C'est-à-dire qu'il sent que ces bases, que les soldats américains risquent d'être attaqués, et il n'est pas du tout dans une démarche progressive, d'avancée. Alors il dit quand même juste après, nous pouvons facilement parvenir à un accord entre l'Iran et Israël pour mettre fin à ce conflit sanglant. C'est vrai qu'il y a quand même un paradoxe entre ces deux tweets. Il l'a si souvent dit, si vous voulez, personne n'y croit plus. C'est ça. Personne n'y croit plus. C'est vraiment, on a une espèce de pantin devant nous. Non mais, je mesure mes mots parce que c'est quand même le président de la plus grande puissance au monde, et qui montre ses failles, ses défaillances, ses déséquilibres. Vous comprenez? On ne peut pas agiter tout le temps le bâton et puis ne menacer de s'en servir que quand on est vraiment sous une menace, alors qu'elle est vraiment concrète. On ne le sait pas. Il sait se retirer. Il s'est retiré d'Afghanistan dans les conditions que nous savons, en laissant à Joe Biden un problème quand même difficile à relever, qui a été difficilement relevé d'ailleurs. Et là, que fait-il? Face à Poutine, rien. Et face au Mollah, rien non plus. Ces négociations n'ont abouti à rien. Le régime de Téhéran dit que toutes ces promesses, toutes ces menaces, toutes ces propositions verbales n'aboutissent pas à des propositions écrites sur lesquelles le régime pourrait éventuellement se prononcer. Donc pour l'instant, c'est un flop total. Il a un gros bâton, il ne sait pas s'en servir. Et en tout cas, il se sert d'une menace d'une façon totalement désordonnée. Il y a une limite dans la méthode Trump, peut-être, en effet. On arrive à certaines limites d'ailleurs. Méthode Trump ? Il y en avait une, puisque c'est vrai que Donald Trump d'ailleurs devait être à la table des négociations aujourd'hui sur l'accord sur le nucléaire avec l'Iran, des pourparlers qui n'auront pas lieu évidemment. C'était Oman qui devait jouer d'ailleurs et qui jouait le rôle de médiateur entre les États-Unis et l'Iran. Vous parliez de Vladimir Poutine. Il y a eu un coup de téléphone hier entre Donald Trump et Vladimir Poutine. On va rejoindre notre correspondant Jérôme Garraud à Moscou. Jérôme, est-ce que vous en savez plus sur ce que se sont dit les deux dirigeants hier? Bonjour Anne-Chloé, bonjour à tous. Alors, on n'a pas tout le détail de la conversation téléphonique, mais on sait que Vladimir Poutine, au cours de cet entretien téléphonique, a renouvelé sa proposition de médiation entre l'Iran et Israël. Il y a là un vieux rêve du président russe qui est de revenir à une cogestion du monde avec les États-Unis, avec la Chine, avec les grandes puissances, et cette logique de bloc et cette logique de sphère d'influence. Alors, Moscou a quand même un avantage, c'est-à-dire que la Russie a traditionnellement et historiquement de bonnes relations avec tous les pays de la région. L'Iran, évidemment, mais aussi Israël. Vous avez plus d'1 million d'Israéliens qui sont russophones, qui ont de la famille ici en Russie, donc il y a un lien presque charnel
un lien qui s'est grandement distendu depuis la guerre en Ukraine et surtout depuis 1 an et demi, depuis les attentats terroristes du 7 octobre. Donc les Russes ont quand même encore l'espoir de pouvoir jouer un rôle dans cette diplomatie mondiale. Merci beaucoup Jérôme Garraud, en direct donc de Moscou en Russie. On a l'impression, on a le sentiment quand même ce matin que tous les pays, les grandes puissances, on se rêve, entre guillemets, c'est vous qui utilisez ce mot, mais c'est aussi Jérôme Garraud, de pouvoir se positionner en médiateur, parce qu'il y a forcément cette crainte, mais il y a aussi la Chine, on en parlait tout à l'heure, Pékin qui lui dit l'Iran a le droit de se défendre. Ça doit être compliqué aussi pour Vladimir Poutine, et peut-être que cette crainte vient de là, se disant voilà, ils ont aussi des soutiens, aussi l'Iran. Il n'y a pas qu'Israël, même si Israël est soutenu. Et Vladimir Poutine se pose d'ailleurs en médiateur parce que on a l'impression qu'il y a un soutien apporté aux deux pays. Oui, pour prolonger ce qui vient d'être dit à la fois par Jérôme Garraud et par le vice-amiral sur ce plateau, en réalité, je résumerai les choses ainsi. La nature diplomatique a horreur du vide qui est installé par Donald Trump, qui donne l'impression qu'en réalité, tout le monde se joue de ce président-là. Tout le monde se moque de lui. C'est-à-dire que Poutine se moque de lui sur le dossier ukrainien. Netanyahou s'est moqué de Trump sur le dossier iranien, puisqu'il a engagé la force militaire en obtenant un feu orange, mais pas véritablement l'assentiment des États-Unis. Et du côté du régime iranien, tout cela est lu de manière limpide. Moi, je pense que l'hypothèse qui veut que Téhéran plie sous la pression, elle n'est pas forcément tout à fait valable. Trump, dans le tweet que vous avez mentionné, il semble penser que sous la force israélienne, en réalité, les Iraniens vont capituler, mais c'est oublier que ce régime révolutionnaire, il se nourrit précisément de l'adversité. Par ailleurs, Trump, il ne veut pas, dit-il, d'une nouvelle guerre au Moyen-Orient. C'est d'ailleurs sur cette plateforme-là qu'il a été élu aux États-Unis sur un désengagement. Mais en réalité, c'est un homme qui ne sert que ses propres intérêts et ceux des États-Unis. Pas sûr non plus qu'il ne donne aux Israéliens ce qu'ils recherchent, c'est-à-dire des bombes anti-bunkers qui puissent aller taper à fort d'eau véritablement les centrifugeuses qui enrichissent cet uranium que veulent détruire les Israéliens. Donc véritablement, on est dans une situation qui est explosive. Je crois que les Iraniens l'ont parfaitement lu et qu'ils ne prendront pas le risque d'attaquer les intérêts américains, ce qui pourrait prolonger cette situation et véritablement nous entraîner vers quelque chose qui ressemblerait à ce qu'on a vu au Liban et peut-être à Gaza, mais cette fois-ci en Iran. Attention, danger. Oui, Claire Cambier, ça illustre bien le propos d'ailleurs tout à l'heure du colonel Olivier Rafovitch, qui est le porte-parole de l'armée israélienne, qui n'a pas voulu répondre sur le soutien militaire américain, parce qu'en effet, ils ne pourront pas totalement anéantir le système nucléaire et les sites d'enrichissement d'uranium de l'Iran sans les bombes fournies par les États-Unis. Il n'a pas voulu répondre et on comprend bien pourquoi ce matin. Oui, on voit là que Donald Trump, il répond aussi quand même à la menace iranienne, qui a indiqué qu'elle attaquerait au-delà d'Israël les différentes cibles qui pourraient venir en aide à Israël et contrer les différentes attaques. Là, du coup, Donald Trump pense évidemment à ces bases américaines qui sont implantées ailleurs dans la région. Mais finalement, une attaque sur une base américaine, ça c'est exactement ce que souhaite Israël, puisque ça pourrait engager les États-Unis dans ce conflit. Et pour l'instant, on voit bien que effectivement Donald Trump a plus ou moins donné son feu vert sur l'attaque, mais tout en disant non, nous on n'y va pas. Cette aide supplémentaire, ça permettrait aux Israéliens d'aller plus loin. Là, ils recherchent à supprimer tout ce qui est au niveau nucléaire, mais l'aide américaine permettrait d'aller plus loin et de carrément renverser le régime. Oui, sachant qu'on voit bien qu'on est au-delà des sites nucléaires, puisqu'encore ce matin et cette nuit, c'est le ministère de la Défense iranienne qui a été touché, un site de dépôt de carburant. On a eu hier une raffinerie dans le sud du pays, une raffinerie gazière. Donc là, l'idée est quand même d'aller au-delà du point nucléaire. Et il y a forcément un moment cette question qu'on se pose, c'est aussi quelle est la position de la France ? Quelle est la position de la France ? Parce que Emmanuel Macron hier a quand même appelé donc l'Iran à retourner autour de la table des négociations sur le nucléaire, a affirmé quand même qu'Israël avait le droit de se défendre. Que peut-on faire, nous, militairement ? Ce qui est intéressant d'ailleurs sur le timing, c'est que demain s'ouvre le Bourget.
le salon du Bourget, salon sur la défense française. Qu'est-ce qu'on peut dire là de la position française? Que va faire Emmanuel Macron, qui est d'ailleurs le seul à prendre la parole sur ce sujet? Ça, c'est clair. Aucun parti politique ne le fait. Il occupe tout l'espace, d'autant mieux qu'au fond, on a l'impression d'une capitulation de toutes les forces politiques françaises devant la prééminence du président de la République. Enfin, ce sont les institutions qui, dit-on, voudraient ça, mais pas vraiment. Enfin, on aura sans doute un débat à l'Assemblée nationale là-dessus pour savoir la suite. Mais c'est vrai que le président de la République a quand même changé son fusil d'épaule, puisqu'il était parti pour, au fond, lancer toutes les forces diplomatiques françaises et européennes sur la voie d'une reconnaissance de la Palestine. Après, il devait jouer sur la scène internationale avec cette convention aux Nations Unies qui est donc pour l'instant reportée. Elle devait avoir lieu mercredi. Là aussi, sur le timing, ça pose bien sûr des questions. Il n'y renonce pas, dit-il. Il dit que c'est la voie qu'il faudra suivre, mais en attendant, on n'est plus dans la reconnaissance de la Palestine, on est dans l'aide apportée à Israël, une aide non pas dans l'offensive, mais dans la défensive. Enfin, c'est quand même, on est avec les autres pays européens, clairement dans un cas, tout en prônant la négociation. Le président a encore téléphoné, notamment au président iranien, en rappelant d'ailleurs que nous avons 2 otages, il est bon de rappeler, qui sont emprisonnés depuis maintenant 3 ans en Iran. Donc il faut espérer qu'on puisse obtenir quelque chose. Mais enfin, bon, la voie de la négociation, pour l'instant, elle n'est pas vraiment dégagée. Alors hier, je voyais une diplomate qui me disait, c'est justement au moment où on n'y croit plus que c'est le moment où ça peut se produire. Donc voilà, c'est en tout cas le travail des diplomates de chercher une voie de sortie, mais pour l'instant, on ne la voit pas.